Je regardais les restes flétris de la fougère autrefois si vivace près de la fenêtre de ma cuisine, le terreau craquelé et sans vie, exhalant une vague odeur de marc de café amer. Le rituel matinal de ma fille était devenu mon poison quotidien. Lorsque cette plante est morte après une semaine de ma rébellion secrète, j'ai su que je devais me sauver. Aujourd'hui, je vais vous raconter quelque chose que je n'aurais jamais pensé partager. Et si, ne serait-ce qu'une seconde, cela vous semble familier, je vous demande seulement d'aimer cette vidéo et de vous abonner. Cela m'aidera à continuer à ouvrir mon cœur. Je m'appelle Martine, et à 73 ans, je pensais savoir à quoi ressemblait l'amour. J'avais tort. Ce que j'appelais l'amour me tuait lentement, une tasse amère à la fois. Chaque matin, dans mon petit 2 pièces exigu du 15e arrondissement de Paris, le rituel commençait à 7h15 précises. Les 3 coups secs et familiers à ma porte, qui me serraient toujours la poitrine. Le bruit du trousseau de clés tandis que Sophie, ma fille de 48 ans, entrait sans attendre de réponse. Le cliquetis de la céramique sur mon plan de travail rayé lorsqu'elle posait cette même tasse bleue ébréchée, celle avec l'inscription délavée « La meilleure maman du monde », qui ressemblait maintenant à une moquerie. L'odeur me frappait en premier. Café brûlé. Toujours brûlé. Elle n'a jamais appris, ou peut-être ne s'est jamais souciée d'apprendre, que je préférais mon café clair et sucré, comme mon défunt mari Thomas avait l'habitude de le préparer durant nos 43 ans de mariage. Au lieu de ça, Sophie le préparait noir et amer, comme elle l'aimait, supposant que je devais être reconnaissante pour la moindre attention. Je m'asseyais dans mon fauteuil en velours usé, celui que Thomas m'avait offert pour notre 20e anniversaire, la regardant se déplacer dans ma minuscule cuisine, comme si elle en était la propriétaire. Elle ne demandait jamais comment j'avais dormi. Ne remarquait jamais les factures médicales empilées sur ma table ou la façon dont je grimaçais en me levant trop vite. Ne voyait jamais la solitude qui s'accrochait à moi comme l'odeur persistante de son terrible café. Le métro grondait sous nos pieds, transportant des milliers d'inconnus vers leur vie quotidienne, tandis que j'étais piégée dans la mienne. Par ma fenêtre, je pouvais apercevoir un coin du parc Montsouris, une parcelle de verdure qui me rappelait des jours meilleurs, lorsque Thomas et moi nous promenions dans ces allées, planifiant notre avenir, rêvant de petits-enfants qui nous aimeraient. Sophie consultait son téléphone pendant que le café finissait de couler, ses ongles manucurés tapotant contre l'écran. Toujours des messages urgents de son travail dans une société d'investissement, toujours plus important que la femme qui lui avait donné la vie. Elle travaillait dans la finance, les actions, gérant la fortune des autres tout en siphonnant systématiquement la mienne. « Voilà ton café, maman », disait-elle sans lever les yeux, sa voix portant le même ton professionnel qu'elle utilisait avec ses clients. Pas chaleureuse, pas aimante, juste efficace. J'ai appris à dire merci d'une voix qui ne trahissait pas mon ressentiment grandissant. J'ai appris à sourire quand elle m'embrassait sur la joue, ses lèvres froides contre ma peau. J'ai appris à prétendre que cette performance quotidienne signifiait plus qu'une simple obligation, ou, comme je le découvrirai plus tard, quelque chose de bien plus sinistre. Mais ce matin-là, le matin après ma 3e séance de chimiothérapie, quelque chose a basculé en moi. Les traitements m'avaient laissée faible, nauséeuse et désespérément en quête de réconfort. L'appartement sentait encore les lingettes antiseptiques que j'avais utilisées pour tout nettoyer après mon retour de l'hôpital. Mes mains tremblaient en attrapant la tasse, et un instant, j'ai cru qu'elle pourrait le remarquer. J'ai cru qu'elle pourrait me poser des questions sur le traitement, sur mes peurs, sur mes besoins. Au lieu de ça, elle a jeté un autre coup d'œil à son téléphone et a annoncé qu'elle avait une réunion tôt. Elle était partie avant que je puisse lui parler de la nuit que j'avais passée à vomir, seule, me demandant si quelqu'un me trouverait si quelque chose tournait mal. Je suis restée assise, tenant ce café amer, fixant mon reflet dans le liquide sombre, et quelque chose en moi s'est brisé. Pas de façon spectaculaire. Pas avec des larmes ou des cris. C'était plus silencieux que ça, comme un fil que l'on coupe avec une précision minutieuse. J'ai regardé la fougère près de ma fenêtre, celle que Thomas m'avait offerte il y a 30 ans. Elle avait survécu à des déménagements, aux saisons, même à un bref abandon lorsque j'avais passé 2 mois à l'hôpital après ma crise cardiaque. Cette plante avait été ma fidèle compagne,
s'épanouissant dans la petite parcelle de soleil qui se frayait un chemin à travers les toits de Paris. Sans réfléchir, je me suis levée et j'ai versé toute la tasse de café dans le pot de la plante. Le liquide noir et riche a disparu dans la terre, et j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas éprouvé depuis des années. La rébellion. C'était un acte infime, presque pathétique, mais il était à moi. J'ai rincé la tasse et l'ai reposée sur le comptoir, exactement là où Sophie l'avait laissée. Demain, ai-je pensé, je le referai. Et je l'ai fait. Pendant 7 jours, j'ai accompli mon propre rituel matinal. Sophie arrivait avec son café brûlé et son efficacité froide. J'acceptais la tasse avec le même sourire reconnaissant, mais dès qu'elle partait, je versais chaque goutte dans le pot de cette fougère. Avez-vous déjà ressenti une telle impuissance que vous avez dû trouver la rébellion dans les plus petits actes? Vous êtes-vous déjà senti invisible dans votre propre vie? Le 4e jour, les feuilles de la fougère ont commencé à jaunir. Le 7e jour, elles étaient brunes et recroquevillées. La terre sentait l'aigre, empoisonnée par la chose même qui était censée la nourrir. C'est là que j'ai compris. Le café n'était pas seulement amer. Il tuait tout ce qu'il touchait, y compris moi. Laissez-moi vous raconter comment j'en suis arrivée là, comment une femme qui commandait autrefois le respect dans sa propre maison est devenue quelqu'un qui devait cacher sa rébellion dans une plante mourante. Ça a commencé lentement, comme ces choses-là le font toujours. Après la mort de Thomas il y a 3 ans, Sophie s'est de plus en plus impliquée dans ma vie quotidienne. Au début, j'étais reconnaissante. Le chagrin m'avait vidée, me laissant en difficulté avec des tâches simples comme faire les courses ou payer les factures. Qu'elle prenne de mes nouvelles me semblait être de l'amour. « Maman, tu n'as plus à te soucier de l'argent », m'avait-elle dit lors de l'une de nos premières conversations sur mes finances. « Je travaille avec des investissements tous les jours. Laisse-moi t'aider à tout gérer. » Je me souviens de son ton professionnel, de son assurance. Elle s'occupait d'actions, de crypto-monnaies, même de Bitcoin pour certains de ses clients les plus riches. Sa société gérait des fortunes de plusieurs millions, et elle parlait nonchalamment d'actifs et de capital, comme si c'était des mots de tous les jours. Je me sentais idiote avec mon simple livret d'épargne et ma pension de retraite. Je ne comprends rien à tous ces trucs compliqués, avais-je admis, en signant des papiers qu'elle m'avait apportés. Je te fais confiance pour faire au mieux. Ces mots me hanteraient plus tard. Le rituel du café a commencé à peu près à la même époque. Sophie prétendait que c'était sa façon de s'assurer que je commençais bien chaque journée, mais j'ai commencé à remarquer que cela coïncidait parfaitement avec le moment où elle accédait à mes comptes financiers en ligne. Elle s'asseyait à ma table de cuisine avec son ordinateur portable pendant que je buvais le café qu'elle avait préparé, tapant des mots de passe et examinant des relevés que je n'étais pas autorisée à voir. « C'est plus simple si je m'occupe de tout, maman. Tu ne veux pas te stresser avec tous ces chiffres, mais j'entrevoyais des choses parfois. Des chiffres qui semblaient trop importants, des retraits que je ne me souvenais pas avoir autorisés. Quand je posais des questions, elle me tapotait la main avec condescendance. « Tu confonds, maman. Ce sont les placements dont je t'ai parlé. Ton argent travaille pour toi maintenant. Il rapporte des intérêts. » Je voulais la croire. J'avais besoin de la croire. Le café est devenu plus amer à peu près au même moment où j'ai commencé à remarquer d'autres changements. Mon abonnement télé a été réduit aux chaînes de base. Mon service de livraison de courses a été annulé parce que l'abonnement avait expiré. Les petits luxes que je m'étais toujours offerts ont commencé à disparaître, tandis que le style de vie de Sophie semblait s'améliorer. Elle a quitté son appartement exigu de Créteil pour un magnifique 3 pièces à Boulogne-Billancourt avec vue sur la Seine. Elle a acheté une nouvelle voiture, une BMW rutilante qui coûtait plus que tout ce que j'avais jamais dépensé, à l'exception de mon appartement. Sa garde-robe s'est transformée en tailleur de créateur et en sac à main coûteux. Quand je faisais des commentaires sur ses améliorations, elle souriait et parlait de primes au travail, d'investissements boursiers réussis, de profits en crypto-monnaie qui avaient récompensé son approche avant-gardiste. « Tu devrais être fière, maman. J'ai appris la responsabilité financière de toi et papa. » Mais Thomas avait été prudent avec l'argent, pas imprudent. Il avait économisé chaque sou, fait des heures supplémentaires à la poste et investi prudemment dans des fonds indiciels et des obligations d'État. La seule fois où il avait pris un vrai risque,
C'était en achetant notre appartement en 1987, et même là, il avait calculé chaque mensualité 3 fois avant de signer. J'ai commencé à me sentir comme une étrangère dans ma propre vie. Les rendez-vous chez le médecin étaient reportés sans mon avis, parce que Sophie décidait que l'horaire n'était pas pratique. Aux amis qui appelaient, on disait que je me reposais ou que j'étais occupée. Mon monde est devenu de plus en plus petit jusqu'à ce qu'il se compose principalement de mon appartement, des visites matinales de Sophie et du soupçon grandissant que plus rien dans ma vie ne m'appartenait. L'isolement était le pire. Paris m'entourait de ses millions d'habitants, mais je me sentais complètement seule. Les bruits du métro en bas, autrefois réconfortants dans leur prévisibilité, sont devenus des rappels de tous les endroits où je ne pouvais pas aller, de toute la liberté que j'avais perdue. Ma voisine d'en face, Madame Tran, frappait de temps en temps pour prendre de mes nouvelles, mais Sophie avait clairement fait comprendre que ces visites étaient dérangeantes. « Maman a besoin de repos », disait-elle à quiconque montrait de l'inquiétude. Trop de stimulation n'est pas bon pour quelqu'un de son âge. Quelqu'un de mon âge. Comme si 73 ans signifiait que j'étais déjà morte. J'ai commencé à avoir du mal à dormir. Pas à cause de la chimiothérapie, bien que cela n'aida certainement pas, mais à cause des questions qui tourbillonnaient dans mon esprit chaque nuit. Où étaient les revenus de mes placements? Pourquoi ne pouvais-je pas accéder à mes propres comptes bancaires? Pourquoi ma propre fille me traitait-elle comme un inconvénient plutôt que comme une personne? Le matin où j'ai versé la première tasse de café dans ma fougère, je ne planifiais pas une rébellion. J'étais juste trop nauséeuse pour le boire. Mais il y avait quelque chose dans le fait de regarder ce liquide sombre disparaître dans la terre qui a remué quelque chose en moi. Un sentiment de contrôle, aussi petit soit-il. Le 3e jour, c'est devenu intentionnel. Le 5e jour, cela me semblait être la seule chose honnête qui restait dans ma vie. J'observais la routine de Sophie avec un regard neuf, la façon dont elle me regardait à peine quand elle parlait, la façon dont elle vérifiait son téléphone constamment pendant ses visites, comme si même ces brefs moments avec sa mère étaient un inconvénient. La façon dont elle parlait de ma vie comme si elle était déjà terminée. On devrait penser à te prendre un de ces systèmes d'alerte médicale, maman, juste au cas où. Peut-être qu'il est temps d'envisager un logement plus petit. Cet appartement devient cher à entretenir. Tu ne devrais vraiment plus gérer tes propres finances. C'est trop déroutant pour quelqu'un de ton âge. Chaque suggestion ressemblait à un autre barreau dans une cage que je n'avais pas réalisé qu'on construisait autour de moi. La fougère mourait, mais je commençais à me réveiller. Le 7e jour, alors que je versais cette dernière tasse de café amer dans la terre, regardant le liquide stagner à la surface parce que la pauvre plante ne pouvait plus absorber de poison, j'ai pris une décision qui allait tout changer. J'allais découvrir exactement ce que Sophie avait fait de ma vie. Cet après-midi-là, pendant qu'elle était au travail, j'ai pris le métro pour aller à ma banque pour la première fois depuis plus d'1 an. Le voyage ressemblait à une expédition sur une autre planète. J'avais tellement pris l'habitude de rester dans les quelques rues autour de mon appartement que le monde extérieur me semblait écrasant. La banque était dans un quartier d'affaires, un endroit qui semblait être le centre de tout quand Thomas et moi étions plus jeunes. Maintenant, cela ressemblait à un labyrinthe conçu pour dérouter les gens comme moi. Mais j'ai persisté, faisant la queue derrière des hommes d'affaires et de jeunes familles, me sentant ancienne et déplacée. Quand j'ai finalement atteint un guichetier, un jeune homme aimable nommé David, j'ai demandé à voir les soldes de mes comptes. Ce qu'il m'a dit m'a fait flageoler sur mes jambes. Mon compte d'épargne, qui contenait près de 400 000 € provenant de l'assurance vie de Thomas et de nos fonds de retraite combinés, en contenait maintenant moins de 30 000. Les comptes de placement que Sophie avait ouverts étaient soit vides, soit présentaient des pertes massives dues à des transactions boursières à haut risque et à des investissements en crypto-monnaie qui avaient mal tourné. Le titulaire du compte, a expliqué David avec précaution, a effectué des retraits importants et réguliers au cours des 2 dernières années. Il y a également eu une activité de trading importante sur des marchés volatiles. Le titulaire du compte. Comme si je n'étais pas assise juste là. Je suis la titulaire du compte, ai-je dit, ma voix étonnamment stable. Et je n'ai jamais autorisé la plupart de ces transactions. L'expression de David est passée à l'inquiétude mêlée à la neutralité exercée de quelqu'un qui avait déjà vu cette situation. Madame, si vous pensez qu'il y a eu une activité non autorisée sur votre compte,
Nous devons en discuter avec notre service de sécurité. J'ai passé 3 heures dans cette banque, à éplucher des relevés et des registres de transactions avec une spécialiste de la sécurité nommée Julie. Ce qui en est ressorti était un schéma clair d'abus financiers. Sophie avait utilisé sa procuration, quelque chose que j'avais signé pendant mon deuil sans bien comprendre, pour vider systématiquement mes comptes. Les investissements boursiers dont elle prétendait qu'ils faisaient fructifier mon patrimoine avaient en fait perdu des centaines de milliers d'euros. Les achats de Bitcoin qu'elle avait faits en mon nom s'étaient pour la plupart soldés par des pertes lorsque le marché des crypto-monnaies s'était effondré. Mais les transactions les plus dommageables étaient les simples retraits d'espèces. 5 000 par-ci, 10 000 par-là, toujours juste assez petits pour éviter de déclencher des alertes automatiques. C'est de l'abus de faiblesse sur personnes âgées, a dit Julie doucement. C'est plus courant que vous ne le pensez. Les membres de la famille se sentent souvent en droit de disposer des biens de leurs aînés, surtout lorsqu'ils ont l'autorité légale pour les gérer. Autorité légale. Ces mots résonnaient dans mon esprit alors que je prenais le métro pour rentrer chez moi, serrant un dossier rempli de preuves que ma propre fille me volait depuis plus de 2 ans. Le wagon était bondé de gens rentrant du travail, des gens retournant auprès de familles qui les aimaient, pour des dîners, des conversations et les routines confortables de la vie normale. J'étais assise parmi eux, me sentant comme un fantôme, invisible et inconsistante. Quand je suis rentrée à mon appartement, la fougère morte était posée près de la fenêtre comme une accusation. Ses feuilles brunes avaient commencé à tomber, jonchant le rebord de la fenêtre des restes de ce qui avait été autrefois vivant et florissant. Je savais exactement ce qu'elle ressentait. Ce soir-là, j'ai fait quelque chose que je n'avais pas fait depuis des mois. J'ai appelé mon fils Mathieu à Lyon. Nous ne nous étions pas parlé régulièrement depuis la mort de Thomas, en partie à cause de la distance, mais surtout parce que Sophie avait clairement fait comprendre que mes appels étaient un fardeau. « Maman !» La voix de Mathieu portait une surprise et un plaisir sincère. « Ça me fait si plaisir de t'entendre. Comment te sens-tu » Sophie a dit que tes traitements étaient difficiles. Traitements, au pluriel. Comme si Sophie l'avait tenu au courant de mon état. « Mathieu, ai-je dit, je dois te demander quelque chose. Est-ce que Sophie t'a déjà parlé de mes finances ? Des investissements qu'elle a faits pour moi ?» Il y eut une pause, assez longue pour que j'entende sa télévision être mise en sourdine en arrière-plan. Elle a mentionné qu'elle t'aidait à gérer les choses après la mort de papa. Elle a dit que tu avais du mal à tout suivre et qu'elle s'assurait que ton argent travaillait pour toi. Avoir du mal à tout suivre. Les mots piquaient, parce qu'il y avait assez de vérité en eux pour me faire douter de moi-même. A-t-elle déjà mentionné des montants spécifiques? Ou quel type d'investissement? Une autre pause. « Maman, est-ce que tout va bien? Tu as l'air inquiète. Je voulais tout lui dire. Le rituel du café, la plante morte, les relevés bancaires et les comptes vides. Mais quelque chose m'a retenue. Peut-être la peur qu'il ne me croie pas. Peut-être la honte d'avoir été si complètement dupée. Ou peut-être la terrible possibilité qu'il sache déjà et qu'il ait choisi de ne rien faire. Je vais bien, mon chéri. J'essaie juste de comprendre des papiers. » Nous avons parlé encore quelques minutes de son travail et de sa famille, mais la conversation semblait creuse. Quand j'ai raccroché, j'ai réalisé que Sophie contrôlait plus que mon argent. Elle contrôlait le récit de ma vie, disant à tout le monde que j'étais confuse, incapable, ayant besoin de sa gestion. Cette nuit-là, je suis restée éveillée à fixer le plafond, écoutant les bruits de la ville qui ne dort jamais. Des sirènes au loin, le klaxon occasionnel d'un taxi, le grondement des métros tardifs transportant des gens vers et depuis des vies que je pouvais à peine imaginer. Pour la première fois depuis des années, j'ai commencé à élaborer un plan. Le lendemain matin, Sophie est arrivée à son heure habituelle avec son café amer habituel et son efficacité distraite habituelle. Mais cette fois, je l'ai observée différemment. J'ai remarqué comment elle se positionnait pour pouvoir voir l'écran de mon ordinateur portable quand je ne l'utilisais pas. J'ai remarqué comment elle demandait nonchalamment si j'avais reçu du courrier, si j'avais eu des appels. J'ai remarqué comment elle me décourageait subtilement de faire des projets avec d'autres personnes. Madame Tran a mentionné qu'elle pourrait t'inviter à l'anniversaire de sa petite-fille la semaine prochaine, a-t-elle dit tout en tapant sur son téléphone. Je lui ai dit que tu ne te sentirais probablement pas d'attaque. Ah oui?
ai-je demandé, gardant ma voix neutre. Maman, tu sais à quel point tu es dépassée dans les situations sociales. Et avec tes traitements, tu dois faire attention à l'exposition aux microbes. J'ai accepté le café avec mon sourire habituel et j'ai attendu qu'elle parte. Puis, pour la première fois en une semaine, j'ai porté la tasse à mes lèvres. C'était tout aussi amer que dans mes souvenirs. Mais je l'ai bu quand même, parce que j'en avais fini de cacher ma rébellion dans une plante mourante. J'avais du travail à faire. La première étape était de trouver mon propre avocat. Pas quelqu'un que Sophie recommandait, pas quelqu'un qui pourrait avoir des conflits de loyauté, mais mon propre défenseur. J'ai utilisé le vieux carnet d'adresses de Thomas pour trouver l'avocat qui s'était occupé de nos testaments, un homme nommé Maître Dubois qui pratiquait le droit des personnes âgées depuis plus de 30 ans. La deuxième étape était de tout documenter. J'ai fait des copies de tous les relevés bancaires que Julie m'avait donnés, photographié les documents juridiques que Sophie m'avait demandé de signer et commencé à tenir un journal de nos interactions quotidiennes. La troisième étape était la plus difficile. Je devais me préparer à la guerre avec ma propre fille. Le cabinet de Maître Dubois se trouvait dans un bel immeuble haussmannien, le genre d'endroit qui semblait à la fois professionnel et réconfortant. Quand j'ai expliqué ma situation, son expression est devenue grave. « Madame, ce que vous décrivez est malheureusement courant dans ma pratique. Les enfants adultes justifient souvent l'abus financier en se convainquant qu'ils ont droit à l'argent de leurs parents, surtout quand ils y ont un accès légal. » Il a examiné les documents que j'avais apportés, prenant des notes et secouant parfois la tête. La procuration que vous avez signée donne à Sophie une large autorité sur vos finances. Mais elle ne lui donne pas le droit d'utiliser votre argent à son propre profit. D'après ses schémas de retrait et ses pertes d'investissement, nous avons des motifs pour une action civile et potentiellement des poursuites pénales. Des poursuites pénales. Contre ma propre fille. Je ne veux pas l'envoyer en prison, ai-je dit rapidement. Je veux juste récupérer ma vie. Maître Dubois a hoché la tête avec compréhension. Commençons par révoquer la procuration et geler vos comptes pour empêcher tout accès non autorisé supplémentaire. Ensuite, nous pourrons aborder la question du remboursement. En sortant de son cabinet, j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas éprouvé depuis des années. L'espoir. Mais j'étais aussi terrifiée. Les visites matinales de Sophie étaient devenues la structure autour de laquelle toute ma journée tournait. Aussi manipulatrices et contrôlantes qu'elles aient été, elles étaient aussi mon seul contact humain régulier. À quoi ressemblerait ma vie sans elles? Cette peur a failli m'empêcher de franchir l'étape suivante. Failli. 2 jours plus tard, j'ai appelé Sophie et lui ai demandé de venir le soir au lieu du matin. Je lui ai dit que j'avais quelque chose d'important à discuter. Elle est arrivée l'air agacée par cette perturbation de sa routine, apportant un plat d'un traiteur chinois, comme s'il s'agissait d'une visite de courtoisie. « Maman, tu avais l'air si sérieuse au téléphone. Que se passe-t-il? » J'avais répété cette conversation dans ma tête des dizaines de fois, mais assise en face d'elle dans mon petit salon, j'avais du mal à trouver les mots. « Sophie, je dois te poser des questions sur mes finances. » Sa fourchette s'est arrêtée à mi-chemin de sa bouche. « Qu'est-ce qu'il y a avec mes finances? » Je suis allée à la banque la semaine dernière. J'ai vu les relevés. Le silence qui a suivi était assourdissant. Je pouvais entendre le bourdonnement du réfrigérateur dans la cuisine, le son lointain de la circulation sur l'avenue, mon propre cœur battant dans ma poitrine. « Maman, dit-elle enfin, sa voix prenant ce ton condescendant que j'avais appris à détester, je t'ai dit que je gérais tes placements. Certains n'ont pas aussi bien performé que nous l'espérions, mais c'est la nature du marché. 400 000 €, Sophie, c'est ce qui manque sur mes comptes. » Son visage passa par plusieurs expressions, surprise, colère, calcul, avant de se fixer sur quelque chose qui ressemblait à une patience déçue. « Manque? Maman, cet argent ne manque pas. Il a été investi. Certains de ces investissements ont perdu de la valeur lorsque la bourse est devenue instable. Les achats de Bitcoin ont perdu de l'argent lorsque la crypto-monnaie s'est effondrée. Ce n'est pas du vol, c'est juste un mauvais timing. Mais j'avais fait mes recherches maintenant. J'avais appris les actions spécifiques qu'elle avait négociées, les investissements en crypto-monnaie qui n'avaient aucun sens pour quelqu'un de mon âge, le schéma des retraits qui coïncidait avec l'amélioration de son style de vie. Et les retraits en espèces?
Les virements de 5 et 10 000 euros qui sont allés directement sur ton compte personnel? Un instant, son masque est tombé complètement. J'ai vu le calcul là, et quelque chose qui ressemblait à du mépris. C'était des frais, maman. Des frais de gestion pour m'occuper de ton portefeuille. As-tu la moindre idée du temps et de l'expertise que j'ai consacré à la gestion de tes finances? Du travail que c'est de tout suivre pour quelqu'un qui ne se souvient même pas de payer sa facture d'électricité? La cruauté dans sa voix était comme un coup physique, mais cela a aussi clarifié quelque chose pour moi. Ce n'était pas de l'amour qui avait mal tourné ou de bonnes intentions mal exécutées. C'était de l'exploitation délibérée enveloppée dans le langage de l'attention. Je ne t'ai jamais demandé de gérer mes finances, ai-je dit doucement. Je n'ai jamais accepté de te payer des frais. Et je n'ai jamais oublié de payer ma facture d'électricité. Elle s'est levée brusquement, faisant les 100 pas jusqu'à la fenêtre où ma fougère morte se trouvait encore. C'est exactement de ça que j'essayais de te protéger, maman. De ce genre de confusion et de paranoïa. Tu n'as pas les idées claires. Les traitements, le stress, la perte de papa, tout cela affecte ton jugement. Voilà, la manipulation psychologique qui m'avait fait douter de mes propres perceptions pendant 2 ans. Mon jugement va très bien, Sophie. Et à partir de demain, la procuration que tu as utilisée est révoquée. Les mots sont restés en suspens dans l'air comme un défi. Elle s'est tournée pour me faire face, et pour la première fois depuis des années, je l'ai vue clairement. Pas comme ma fille dévouée prenant soin de sa mère vieillissante, mais comme une femme qui avait systématiquement volé mon indépendance, ma dignité et ma sécurité financière. « Tu ne peux pas faire ça », dit-elle, mais sa voix manquait de conviction. « C'est déjà fait. Maître Dubois s'est occupé des formalités aujourd'hui. Son visage est devenu blanc. De colère ou de peur, je ne saurais le dire. Maman, tu fais une terrible erreur. Sans mon aide, tu seras complètement perdue. Tu ne comprends pas à quel point la gestion financière est compliquée sur le marché actuel. Tu ne comprends rien à la crypto-monnaie, ni au trading d'actions, ni à la diversification de portefeuille. Tu vas tout perdre sans un accompagnement professionnel. »« Je vais tout perdre ?» ai-je demandé. « Sophie, j'ai déjà tout perdu. Tu t'en es assurée. » Elle a essayé plusieurs autres approches, les larmes, les menaces, les promesses de faire mieux. Mais quelque chose s'était brisé en moi. Ou peut-être que quelque chose avait enfin guéri. Je n'étais plus disposée à échanger ma dignité contre l'illusion de son attention. Elle est partie cette nuit-là en furie, claquant la porte si fort que mes autres plantes ont tremblé sur leurs étagères. Je suis restée assise dans le silence soudain, entourée des vestiges d'une vie que je ne faisais que commencer à reconquérir. Le lendemain matin, pour la première fois en plus de 2 ans, personne n'a frappé à ma porte à 7h15. Personne ne m'a apporté de café amer ni consulté son téléphone en prétendant se soucier de mon bien-être. Personne ne m'a fait me sentir invisible dans ma propre maison. Au lieu de cela, j'ai fait mon propre café, clair et sucré, comme Thomas avait l'habitude de le faire. Et je me suis assise près de ma fenêtre à regarder la ville se réveiller. C'était le plus beau matin que j'avais connu depuis des années. Mais j'étais aussi terrifiée. Sophie avait eu raison sur une chose. J'étais maintenant seule d'une manière que je ne l'avais pas été depuis la mort de Thomas. La perspective de gérer le reste de mes finances, de m'occuper de mes soins médicaux, de naviguer dans les complexités de la vie quotidienne sans son implication me semblait écrasante. L'argent avait toujours été une source d'anxiété pour moi. Ayant grandi pendant la crise de 1929, mes parents m'avaient inculqué l'importance d'économiser chaque sou, de ne jamais dépenser de manière frivole, de se préparer aux catastrophes qui pourraient me survenir sans prévenir. Thomas avait partagé ses valeurs, et ensemble nous avions bâti une modeste fortune grâce à une épargne minutieuse et des investissements prudents. Maintenant, avec la plus grande partie de cette richesse disparue, je sentais les vieilles peurs revenir. Et si je ne pouvais pas me permettre mes traitements médicaux? Et si quelque chose arrivait à mon appartement? Et si je finissais seule et sans le sou, l'une de ces personnes âgées que l'on voit aux informations qui meurent oubliées dans une maison de retraite? Mais sous la peur, il y avait autre chose. Le soulagement. Pour la première fois en 2 ans, je pouvais penser sans que l'agenda de quelqu'un d'autre n'obscurcisse mon jugement. Je pouvais prendre des décisions sans que quelqu'un ne remette en question ma compétence. Je pouvais exister sans performance, sans gratitude pour des miettes d'attention.
J'ai passé cette première matinée à faire quelque chose d'absurde. J'ai jeté la fougère morte. Elle avait rempli sa fonction, absorbant tout ce café empoisonné, tout ce prétexte amer d'attention. Mais maintenant, il était temps de la laisser partir. Le pot vide était posé sur mon rebord de fenêtre comme une promesse. De la place pour que quelque chose de nouveau pousse. 3 jours se sont écoulés avant que Sophie n'essaie de me contacter. Elle a laissé des messages vocaux qui sont passés de la colère aux supplications puis aux menaces. Elle a envoyé des SMS alternant excuses et accusations. Elle a même essayé d'appeler Mathieu, espérant qu'il interviendrait en sa faveur. Mais pendant ces 3 jours, j'avais renoué avec mon propre monde. Madame Tran, ma voisine, avait été ravie quand j'ai frappé à sa porte et accepté son invitation à l'anniversaire de sa petite fille. La fête était petite, organisée dans la salle commune de notre immeuble, mais elle était pleine de rires et de chaleur authentique. « J'étais si inquiète pour toi », m'a confié Madame Tran pendant que nous regardions les enfants jouer. « Ta fille disait toujours que tu étais trop malade pour avoir des visiteurs, mais tu as l'air bien mieux maintenant. » J'ai aussi renoué avec ma vieille amie Éléonore, quelqu'un que Sophie avait efficacement écarté de ma vie en prétendant que j'étais trop mal en point pour les obligations sociales. Éléonore vivait dans une résidence pour seniors à Vincennes et elle m'a invitée à rejoindre leur club de lecture. « Nous lisons des romans policiers ce mois-ci », m'a-t-elle dit au téléphone. Ça semblait approprié, d'une certaine manière. Plus important encore, j'ai eu une longue conversation avec Mathieu. Cette fois, je lui ai tout dit. L'argent manquant, l'abus financier, l'isolement et le contrôle qui avaient défini les 2 dernières années de ma vie. Sa réponse m'a surprise. « Maman, je me doutais que quelque chose n'allait pas. Sophie semblait toujours évasive quand je posais des questions sur tes soins, et certaines des choses qu'elle me disait ne collaient pas. Mais j'étais aux prises avec mes propres problèmes ici. Et je suppose que j'ai choisi la facilité en supposant qu'elle gérait tout. Son honnêteté était à la fois douloureuse et curative. Nous avons parlé des moyens pour qu'il soit plus impliqué dans ma vie malgré la distance, de visites que nous pourrions planifier, d'appels téléphoniques réguliers qui ne seraient pas filtrés par le contrôle de Sophie. Quand Sophie s'est finalement présentée à ma porte sans prévenir, j'étais prête. Elle avait l'air terrible, hagarde, désespérée, en colère. La façade professionnelle polie s'était fissurée, révélant quelque chose de brut en dessous. « Maman, nous devons parler. Tu détruis notre famille avec ces accusations. » Je l'ai laissée entrer, mais je ne lui ai pas offert de café. « Quelles accusations, Sophie ? » J'ai simplement repris le contrôle de mes propres finances. Tu as engagé un avocat pour m'attaquer. Tu as monté Mathieu contre moi. Tu agis comme si j'étais une sorte de criminel, alors que tout ce que j'ai fait, c'est essayer de prendre soin de toi. Il y avait quelque chose de presque crédible dans son ton blessé, et pendant un instant, j'ai senti la vieille culpabilité monter. Peut-être que je surréagissais. Peut-être que les pertes financières n'étaient vraiment que de la malchance sur des marchés volatiles. Peut-être que ces frais étaient une compensation légitime pour service rendu. Puis, j'ai regardé le rebord de fenêtre vide où ma fougère empoisonnée était morte, et je me suis souvenu de la vérité. Sophie, si tu prenais soin de moi, tu m'aurais demandé ce dont j'avais besoin au lieu de décider pour moi. Tu m'aurais incluse dans les décisions concernant mon propre argent au lieu de cacher les relevés. Tu aurais encouragé mes amitiés au lieu de m'isoler de tous ceux qui tenaient à moi. Ce n'est pas ce qui s'est passé. Tu m'as volé, ai-je dit simplement. Pas seulement de l'argent, bien que tu aies certainement fait ça. Tu as volé mon autonomie, ma dignité, mes liens avec les autres. Tu as fait de moi une prisonnière dans ma propre vie, et tu m'as convaincue que c'était pour mon bien. Son visage passa par plusieurs émotions avant de se figer dans une colère froide. Très bien. Tu veux être indépendante? Tu veux tout gérer toi-même? Bonne chance avec ça. Ne viens pas pleurer quand tu réaliseras que tu es complètement dépassée. Elle s'est dirigée vers la porte, puis s'est retournée avec une dernière cruauté. J'espère que tu es heureuse, maman. J'espère que vivre seule avec ta paranoïa et tes avocats est tout ce que tu imaginais. Mais ne t'attends pas à ce que je vienne en courant quand tout s'effondrera. Après son départ, je me suis assise dans mon fauteuil et j'ai pleuré. Pas de tristesse, exactement, mais du relâchement d'une pression que je n'avais pas réalisé que je portais. C'était comme percer un abcès.
Douloureux mais finalement guérisseur. J'étais libre. Les semaines qui ont suivi ont été difficiles d'une manière que je n'avais pas anticipée. Apprendre à naviguer sur les services bancaires en ligne, coordonner mes propres rendez-vous médicaux, gérer les tâches ménagères que Sophie avait contrôlées, tout cela demandait plus d'énergie que je ne l'avais prévu. Mais à chaque petite victoire, je me sentais plus forte. Quand j'ai réussi à mettre en place le prélèvement automatique pour mes factures, je me suis sentie fière. Quand j'ai fait des recherches et choisi mon propre centre de traitement du cancer en fonction de leur réputation plutôt que de leur proximité avec le bureau de Sophie, je me suis sentie maîtresse de la situation. Quand j'ai engagé un service de nettoyage et un service de livraison de courses qui correspondaient à mes besoins réels plutôt qu'à l'emploi du temps de quelqu'un d'autre, je me suis sentie compétente. L'argent restait une préoccupation. Maître Dubois travaillait pour récupérer ce qu'il pouvait de mes biens volés, mais les procédures judiciaires sont lentes et il n'y avait aucune garantie. J'ai dû restructurer fondamentalement mon budget en fonction de mes ressources réduites. Mais j'ai aussi découvert quelque chose de surprenant. J'avais besoin de moins que je ne le pensais. Sans les frais de gestion coûteux de Sophie et ses mauvaises décisions d'investissement qui vidèrent mes comptes, mon argent restant allait beaucoup plus loin. Les plaisirs simples qui m'avaient été refusés, du bon café, des livres, des repas occasionnels au restaurant avec des amis, étaient des luxes abordables, pas des rêves impossibles. 3 mois après notre confrontation finale, Sophie a fait une dernière tentative pour reprendre le contrôle. Elle est arrivée à ma porte avec des documents d'apparence officielle et une histoire sur une opportunité d'investissement lucrative. « Maman, je sais que nous avons eu nos différends, mais j'ai trouvé un moyen de t'aider à récupérer l'argent qui a été perdu. Il y a un nouveau fonds de crypto-monnaie qui affiche des rendements incroyables. Si nous agissons vite, nous pouvons récupérer tout ce qui a été perdu dans les baisses du marché. L'ancienne moi aurait pu être tentée. La promesse de retrouver ma sécurité financière, d'annuler les dommages qui avaient été causés, était séduisante. Mais j'en avais trop appris sur la crypto-monnaie et sur ma fille pour me laisser berner à nouveau. « Merci de penser à moi », ai-je dit poliment, mais je ne suis pas intéressée. Son masque est tombé complètement alors. Le prétexte de l'attention, de la loyauté familiale, des intérêts partagés s'est évanoui, ne laissant que la frustration nue. « Tu es stupide, maman. Tu vas finir fauchée et seule, et ce sera de ta faute. »« Peut-être, » ai-je dit. Mais au moins, je serai fauchée et seule honnêtement, au lieu d'être volée par quelqu'un qui est censé m'aimer. Elle est partie sans un autre mot, et je savais qu'elle ne reviendrait pas. 6 mois après avoir versé la dernière tasse de café amer dans ma fougère mourante, je vivais une vie complètement différente. Mes matinées commençaient quand je choisissais de me réveiller, pas quand quelqu'un exigeait d'entrer chez moi. Je faisais mon propre café, clair et sucré, et m'asseyais près de ma fenêtre pour lire les livres qu'Éléonore avait recommandés de notre club. Le rebord de la fenêtre abritait maintenant un petit jardin d'herbes aromatiques. Basilic, romarin, thym, qui remplissait l'appartement du parfum des choses qui poussent. J'avais rejoint un club du 3e âge dans mon quartier où je faisais du bénévolat 2 fois par semaine, aidant d'autres personnes âgées à naviguer dans les systèmes bureaucratiques et à reconnaître les signes d'abus financiers. Mon expérience avec Sophie m'avait donné une sensibilité particulière à la manipulation familiale et j'avais aidé 3 autres femmes à reprendre le contrôle de leur propre vie. Mes soins médicaux étaient maintenant entre mes mains. J'avais trouvé un oncologue qui me traitait comme une partenaire dans mes soins plutôt que comme un fardeau à gérer. Mes traitements progressaient bien et pour la première fois depuis mon diagnostic, je me sentais optimiste quant à mon pronostic. Mathieu était venu me voir 2 fois et nous planifions un voyage ensemble pour voir ma sœur sur la Côte d'Azur. Sophie avait essayé d'empoisonner cette relation aussi, lui disant que voyager serait trop stressant pour moi. Mais nous avions décidé de me laisser déterminer mes propres limites. L'argent était toujours serré, mais Maître Dubois avait réussi à récupérer environ 60 000 € de ce que Sophie avait volé. Ce n'était pas tout, mais combiné à ma pension de retraite et à la petite rente du travail de Thomas, c'était suffisant pour que je vive dans la dignité. Plus important encore, j'avais découvert que la dignité n'était pas quelque chose qui pouvait être acheté ou perdu par la manipulation financière. C'était quelque chose qui vivait en moi, quelque chose qui pouvait être réprimé,
mais jamais complètement détruit. Je pense parfois à cette fougère, à la façon dont elle a absorbé tout ce poison sans se plaindre jusqu'à ce qu'elle succombe finalement. Je pense à la façon dont j'avais fait la même chose, absorbant l'amertume de Sophie, son mépris, sa destruction systématique de mon autonomie, jusqu'à ce que j'ai enfin le courage d'arrêter. La différence entre la plante et moi, c'est que j'avais des choix que la fougère n'avait pas. Je pouvais reconnaître le poison pour ce qu'il était. Je pouvais refuser de continuer à l'absorber. Je pouvais choisir la vie plutôt que la mort lente de la manipulation et du contrôle. Les soirs tranquilles, je m'assois près de ma fenêtre avec une tasse de café bien fait et je regarde le soleil se coucher sur Paris. La ville s'étend en dessous de moi, pleine de gens vivant leur propre vie compliquée, faisant face à leur propre lutte avec la famille et l'argent et le défi de maintenir sa dignité dans un monde indifférent. Je pense à la personne que j'étais il y a 1 an, isolée, contrôlée, disparaissant lentement sous le poids de l'agenda de quelqu'un d'autre. Je pense à la personne que je suis maintenant, libre, connectée à des relations authentiques, faisant mes propres choix pour le meilleur ou pour le pire. La transformation n'a pas été facile. Il y a eu des nuits où je me suis demandé si j'avais pris la bonne décision, des jours où les défis pratiques de l'indépendance me semblaient écrasants, des moments où même l'attention empoisonnée de Sophie me manquait, parce que c'était mieux que pas d'attention du tout. Mais chaque matin, quand je me réveille dans mon propre espace, selon mon propre horaire, et que je prends mes propres décisions sur la façon de passer ma journée, je sais que j'ai bien choisi. La guérison ne consiste pas seulement à récupérer son argent, bien que ce soit important. Il ne s'agit pas seulement de couper les ponts avec des relations toxiques, bien que ce soit parfois nécessaire. Il s'agit de se souvenir de qui vous êtes sous toutes les couches des attentes et des manipulations des autres. Il s'agit de vous choisir, même lorsque ce choix semble égoïste ou effrayant, ou incroyablement difficile. Il s'agit de reconnaître que l'amour, le vrai amour, ne vient pas avec une étiquette de prix ou une liste de conditions. Il n'exige pas que vous renonciez à votre libre arbitre ou que vous acceptiez les abus en échange de compagnie. Il n'empoisonne pas tout ce qu'il touche. Le vrai amour, j'ai appris, c'est ce que j'ai trouvé avec Madame Tran et Éléonore, et les autres personnes qui m'ont accueilli dans leur vie sans rien demander en retour. C'est ce que Mathieu m'a montré dans notre relation renouvelée, construite sur l'honnêteté plutôt que sur l'obligation. C'est ce que j'apprends lentement à me donner à moi-même. Le jardin d'herbe sur mon rebord de fenêtre est maintenant florissant. Le basilic est devenu grand et parfumé, le romarin développe des tiges ligneuses, le thym s'étend en un petit tapis vert sur la terre. Ils poussent au même endroit où ma fougère est morte, mais dans une terre propre, avec de l'eau au lieu de poison, avec une attention qui nourrit plutôt qu'elle ne détruit. Je m'en occupe avec soin, mais je ne les contrôle pas. Je leur donne ce dont ils ont besoin et je les laisse pousser à leur manière, à leur propre rythme. C'est un type de soin différent de celui que Sophie m'a jamais montré. Patient au lieu d'urgent, nourrissant au lieu de gérer, respectueux au lieu de méprisant. Parfois, je me demande ce qui se serait passé si je n'avais jamais remarqué que la fougère mourait, si j'avais continué à boire ce café amer et à accepter cette version toxique de l'amour comme normale. Me serais-je lentement éteinte comme la plante, empoisonnée par de petites doses quotidiennes de mépris déguisées en soins? Je pense que oui. Et cette pensée me remplit de gratitude pour le petit acte de rébellion qui a tout déclenché, la décision de verser du café dans un pot de fleurs au lieu de le boire moi-même. C'était un geste si infime, presque ridicule dans son insignifiance. Mais c'était la première chose honnête que j'avais faite depuis des années. Il reconnaissait la vérité que je n'étais pas prête à dire à voix haute. Cette relation me tue. Cette honnêteté, même sous une forme aussi petite, a été le début de tout ce qui a suivi. Aujourd'hui, à 73 ans, j'apprends des choses que je pensais avoir comprises il y a des décennies. J'apprends que l'indépendance n'est pas la même chose que la solitude. J'apprends que les relations familiales ne valent pas toujours la peine d'être préservées. J'apprends que la sécurité financière compte, mais pas autant que l'autonomie personnelle. Plus important encore, j'apprends qu'il n'est jamais trop tard pour se choisir. Mon histoire n'a pas une fin de conte de fées. Sophie et moi n'avons pas eu de réconciliation larmoyante où nous nous comprenons enfin. Elle n'était pas motivée par un amour mal avisé ou de bonnes intentions mal exécutées.
C'était une adulte qui a pris des décisions calculées pour exploiter la confiance et la vulnérabilité de sa mère pour son propre gain financier. Je ne lui pardonne pas cela, et je ne pense pas que le pardon soit nécessaire pour guérir. Ce que j'ai trouvé à la place est quelque chose de mieux que la réconciliation. La paix. La paix qui vient du fait de vivre authentiquement, de s'entourer de gens qui voient votre valeur, de prendre des décisions basées sur vos propres valeurs, plutôt que sur la manipulation de quelqu'un d'autre. La paix qui vient du fait de boire un café qui a le goût que vous aimez, fait de vos propres mains, à votre propre rythme. Si vous écoutez cette histoire et que quelque chose vous semble familier, si vous vous êtes senti invisible dans votre propre vie, si vous vous êtes demandé si quelqu'un qui prétend vous aimer est en fait en train de vous voler, si vous avez eu peur de faire confiance à vos propres perceptions parce que quelqu'un vous a convaincu que vous étiez confuse ou paranoïaque, sachez que vous n'êtes pas seul. Et sachez qu'il n'est pas trop tard pour verser le café amer dans le pot de fleurs, métaphoriquement parlant. Il n'est pas trop tard pour vous choisir, pour retrouver votre dignité, pour refuser d'être empoisonné par des relations qui prétendent vous nourrir. C'est effrayant. Et c'est difficile. Et vous pourriez vous retrouver seul d'une manière qui semble écrasante. Mais seul et libre vaut mieux qu'ensemble, et mourir lentement. Votre vie vous appartient. Votre argent vous appartient. Vos décisions vous appartiennent. Personne, même pas la famille, même pas les gens qui prétendent vous aimer, n'a le droit de vous enlever ces choses en échange de leur présence dans votre vie. Vous méritez mieux qu'un café amer servi avec mépris. Vous méritez mieux que des soins qui ont des coûts cachés. Vous méritez des relations qui ajoutent à votre vie plutôt que de la vider. Et vous méritez de savoir que se choisir n'est pas égoïste. C'est de la survie. La fougère ne pouvait absorber le poison que jusqu'à sa mort. Mais vous avez des choix que la fougère n'avait pas. Utilisez-les. Avez-vous déjà eu l'impression d'être lentement empoisonné par quelqu'un qui prétendait vous aimer? Vous êtes-vous déjà surprise à faire de petits actes de rébellion parce que vous ne pouviez pas vous résoudre à en faire de grands? Dites-le moi dans les commentaires ci-dessous. Votre histoire, quelle qu'elle soit, compte. Et si cela a résonné en vous, si cela vous a aidé à vous sentir moins seul, ou vous a donné le courage d'examiner vos propres relations plus honnêtement, s'il vous plaît, aimez cette vidéo et abonnez-vous à cette chaîne. Cela aide d'autres personnes à trouver ces histoires quand elles en ont le plus besoin. Parfois, la chose la plus importante que nous puissions faire est de partager notre vérité, même quand c'est difficile, même quand cela nous rend vulnérables, même quand nous ne sommes pas sûrs de la réaction des gens. Merci d'avoir écouté la mienne. Maintenant, près d'un an plus tard, alors que je suis assise ici à enregistrer cette histoire, je réalise à quel point ma perspective a continué d'évoluer. Le soulagement initial de la liberté s'est transformé en quelque chose de plus profond et de plus durable. Une confiance tranquille qui vient du fait de faire confiance à mon propre instinct et de vivre selon mes propres valeurs. La bataille juridique avec Sophie est enfin terminée. Maître Dubois a réussi à récupérer environ 90 000 € par divers canaux. Une partie de ses comptes personnels où l'argent volé pouvait être clairement tracé, une partie des biens qu'elle avait achetés avec mes fonds, et une partie grâce à un accord à l'amiable qui a évité des poursuites pénales en échange d'une restitution partielle. Ce n'est pas tout ce que j'ai perdu, loin de là. Mais c'est suffisant pour restaurer une certaine stabilité financière dans ma vie, et plus important encore, cela représente quelque chose que je pensais avoir perdu pour toujours. La justice. Sophie n'a jamais admis sa faute, ne s'est jamais excusée, n'a jamais montré le moindre signe de compréhension du mal qu'elle avait causé. Dans sa dernière communication par l'intermédiaire de son avocat, elle a maintenu qu'elle avait fourni des services financiers précieux et que toutes les pertes étaient dues à la volatilité du marché plutôt qu'à une mauvaise gestion. Je pensais autrefois que ce manque de reconnaissance rendrait la guérison impossible. Comment peut-on avancer quand quelqu'un qui a dévasté votre vie refuse d'assumer la responsabilité de ses actes? Comment peut-on trouver la paix quand il n'y a pas eu de véritable responsabilisation? Mais j'ai appris que la guérison ne nécessite pas la participation de l'autre personne. Elle n'a pas besoin de leurs excuses, de leur compréhension ou de leur permission. La guérison est quelque chose que vous faites pour vous-même, avec ou sans leur coopération.
La relation avec Mathieu est devenue l'un des cadeaux les plus inattendus de toute cette épreuve. Ce qui a commencé comme ma tentative désespérée de trouver un allié est devenu une véritable reconnexion entre une mère et son fils. Il vient me voir tous les quelques mois maintenant, et nous nous parlons au téléphone chaque semaine. Lors de sa dernière visite, il a apporté des albums photos de son enfance que je n'avais pas vus depuis des années. Nous avons passé tout un après-midi à les regarder, nous remémorant des fêtes d'anniversaire, des vacances en famille et des moments ordinaires qui étaient devenus précieux avec le temps. Je suis désolée de ne pas avoir été plus impliquée après la mort de papa, a-t-il dit en regardant une photo de Thomas lui apprenant à faire du vélo. J'aurais dû être plus attentif à ce qui se passait avec Sophie. Tu n'aurais pas pu savoir, lui ai-je dit. Elle a été très douée pour présenter une façade convaincante. Mais j'aurais pu faire plus d'efforts pour rester en contact directement avec toi au lieu de me fier à ces mises à jour. J'aurais pu poser de meilleures questions quand les choses ne semblaient pas tout à fait claires. Sa volonté d'examiner son propre rôle dans la situation, sans se vautrer dans la culpabilité ni chercher d'excuses, m'a rappelé pourquoi j'avais toujours été fière de l'homme qu'il était devenu. Cela a également mis en évidence la différence frappante entre lui et sa sœur. L'un assumait la responsabilité de ses actes, tandis que l'autre blâmait tout le monde pour les conséquences. Le bénévolat au club du troisième âge est devenu l'une des parties les plus significatives de ma nouvelle vie. Je travaille spécifiquement avec leur programme d'éducation financière, aidant d'autres personnes âgées à comprendre leurs droits et à reconnaître les signes avant-coureurs d'abus financiers. Le mois dernier, j'ai aidé un homme de 80 ans nommé François qui se faisait systématiquement voler par son petit-fils. Le jeune homme avait convaincu François de lui donner accès à ses comptes pour qu'il puisse l'aider à gérer ses investissements, puis avait utilisé l'argent pour financer une dépendance au jeu. François avait honte et était confus, convaincu qu'il était en quelque sorte responsable d'avoir fait confiance à quelqu'un qui prétendait l'aimer. « Ce n'est pas de votre faute », lui ai-je dit lors d'une de nos séances. La confiance est censée être sûre au sein des familles. Quand quelqu'un viole cette confiance, la honte lui appartient, pas à vous. Regarder François retrouver lentement sa confiance et son indépendance financière m'a rappelé mon propre parcours. Le travail que nous faisons au centre ne concerne pas seulement l'argent, il s'agit d'aider les gens à se souvenir de leurs propres valeurs et à revendiquer leur droit à la dignité et à l'autodétermination. Je suis également devenue une sorte de conseillère informelle pour d'autres femmes qui ont vécu des situations similaires. Les nouvelles vont vite dans des communautés comme la mienne, et je reçois régulièrement des appels de personnes qui ont entendu mon histoire et reconnaissent des éléments de leur propre vie. Pas plus tard que la semaine dernière, j'ai passé 2 heures au téléphone avec une femme nommée Rita, dont le fils l'avait isolée de ses amis et la pressait de vendre sa maison et d'emménager avec sa famille. Elle avait peur de résister, parce qu'elle ne voulait pas perdre le contact avec ses petits-enfants, mais elle sentait que quelque chose n'allait pas dans la situation. « Faites confiance à votre instinct », lui ai-je dit. Quand quelque chose semble anormal, c'est généralement le cas, même quand c'est présenté comme étant pour votre bien. Ces conversations sont difficiles mais nécessaires. Elles me rappellent que mon expérience n'était pas unique, que l'abus financier et émotionnel des personnes âgées par leurs propres membres de la famille est bien plus courant que la plupart des gens ne le réalisent. Elles me rappellent aussi le chemin que j'ai parcouru dans ma propre guérison. Les traitements contre le cancer se sont terminés il y a 6 mois avec d'excellents résultats. Mon oncologue, le docteur Martin, dit que le pronostic est très bon, et je me sens plus forte et en meilleure santé que je ne l'ai été depuis des années. Il est ironique que pendant la période où Sophie prétendait prendre soin de ma santé, je tombais en fait plus malade à cause du stress et de l'isolement qu'elle créait. Une fois que j'ai repris le contrôle de mes soins médicaux et que je me suis entourée de personnes véritablement solidaires, ma condition physique s'est considérablement améliorée. Je pense qu'il y a une leçon à en tirer sur le lien entre la santé émotionnelle et physique. Lorsque votre esprit est systématiquement écrasé, votre corps reflète souvent ces dommages. Lorsque vous guérissez émotionnellement, la guérison physique suit souvent. Ma routine quotidienne ne ressemble en rien à l'emploi du temps soigneusement contrôlé que Sophie m'avait imposé. Je me réveille quand mon corps me le dit, généralement vers 7 heures du matin. Je fais mon café, toujours clair et sucré,
et je passe 1 heure à lire ou à faire les mots croisés. Parfois, j'appelle Éléonore ou Madame Tran pour discuter de nos projets pour la journée. 2 fois par semaine, je vais au club du 3e âge pour mon bénévolat. 1 fois par semaine, j'assiste au club de lecture d'Éléonore, qui est devenu une source de stimulation intellectuelle et de lien social. Nous lisons actuellement une biographie d'Eleanor Roosevelt, une femme qui a également dû apprendre tard dans la vie à vivre authentiquement après des années passées sous le contrôle des attentes des autres. Elle ne s'est vraiment épanouie qu'après la mort de Franklin, a souligné notre animatrice la semaine dernière. Parfois, la liberté vient à travers la perte, même lorsque cette perte est douloureuse. J'ai réfléchi à cette observation pendant des jours. Il y avait du vrai là-dedans. Je ne suis devenue pleinement moi-même qu'après avoir perdu Thomas, puis de nouveau après avoir perdu l'illusion des soins de Sophie, mais j'ai aussi réalisé que ce n'étaient pas les pertes elles-mêmes qui créaient la liberté. C'était ma décision sur la façon de réagir à ces pertes. La mort de Thomas aurait pu me laisser diminuer de façon permanente, dépendante de la version des soins de Sophie indéfiniment. Au lieu de cela, finalement, c'est devenu le catalyseur pour découvrir une force que je ne savais pas posséder. La trahison de Sophie aurait pu détruire ma capacité à faire confiance à qui que ce soit. Au lieu de cela, elle m'a appris à distinguer les soins authentiques du contrôle manipulateur. La clé était d'apprendre à voir ces pertes comme des débuts, plutôt que des fins. Le début d'un autre type de vie, plutôt que la fin de la seule vie que j'avais jamais connue. Le jardin d'herbes sur mon rebord de fenêtre s'est étendu au-delà du basilic, du romarin et du thym d'origine. J'ai ajouté de la menthe, de l'origan et même une petite plante de lavande que Madame Tran m'a donnée. La récolte et l'utilisation de ces herbes sont devenues un rituel quotidien qui me connecte au simple plaisir de nourrir des êtres vivants. Parfois, quand je les arrose ou que je pince des feuilles pour les utiliser dans ma cuisine, je pense à cette première fougère et à la façon dont elle est morte en absorbant un poison qui m'était destiné. D'une manière étrange, la mort de cette plante m'a sauvé la vie, en me forçant à reconnaître ce qui se passait réellement. Son sacrifice m'a appris que je n'avais pas à continuer d'absorber la toxicité, simplement parce que quelqu'un appelait ça de l'amour. Les nouvelles plantes poussent dans une terre propre, reçoivent de l'eau pure et s'épanouissent sous la même lumière du soleil qui n'a pas pu sauver la fougère. La différence n'est pas l'emplacement ou la lumière, c'est la qualité des soins qu'elles reçoivent. Cette métaphore est devenue centrale dans ma façon de penser les relations maintenant. La même personne peut dépérir sous des soins toxiques ou s'épanouir sous un soutien authentique. La différence n'est pas dans la personne, elle est dans la qualité de l'amour qu'elle reçoit. J'ai commencé à fréquenter quelqu'un, ce que je n'aurais jamais pensé faire à ce stade de ma vie. Il s'appelle Arthur, et je l'ai rencontré lors d'une conférence au centre communautaire sur la planification financière pour les seniors. C'est un veuf de 75 ans qui a perdu sa femme à cause de la maladie d'Alzheimer il y a 2 ans. Notre relation est douce et simple d'une manière qui semble révolutionnaire après des années de manipulation de la part de Sophie. Arthur me demande ce que j'aimerais faire plutôt que de me dire ce qui est le mieux pour moi. Il m'inclut dans les décisions qui nous concernent tous les deux plutôt que de faire des choix unilatéraux en mon nom. Il encourage mes amitiés et mes centres d'intérêt plutôt que d'essayer de m'isoler. Plus remarquable encore, il traite mon indépendance comme un atout plutôt que comme un problème à résoudre. « Je suis tombé amoureux de la femme que tu es maintenant », m'a-t-il dit récemment. Pas d'une version de toi qui a besoin d'être gérée ou réparée. La simplicité de cette déclaration m'a coupé le souffle. Pendant tant d'années avec Sophie, je m'étais sentie comme un problème à résoudre, un fardeau à gérer, une vieille femme confuse à qui on ne pouvait pas confier sa propre vie. Arthur me voit comme une personne entière, digne de respect et de partenariat. Nous prenons les choses lentement, profitant de la compagnie l'un de l'autre sans nous précipiter vers un résultat particulier. À notre âge, avec nos expériences de vie, nous comprenons tous les deux que la compagnie est un cadeau à chérir plutôt qu'un droit à exiger. Je reconstruis également des relations que Sophie avait systématiquement endommagées. Ma sœur Hélène et moi nous parlons maintenant régulièrement après des années de contacts sporadiques. Sophie m'avait convaincue qu'Hélène trouvait mes appels pesants, alors qu'en réalité, Hélène s'était inquiétée pour moi et était confuse par mon retrait soudain de la vie de famille.
Je n'arrêtais pas de demander à Sophie comment tu allais vraiment, m'a dit Hélène lors d'une conversation récente, mais elle donnait toujours ses réponses vagues, au ton professionnel, qui ne semblaient pas du tout concerner ma sœur. Nous avons planifié le voyage sur la Côte d'Azur dont Mathieu et moi avions parlé, et Hélène est ravie de me montrer son jardin et de me présenter les amis qu'elle s'est fait dans sa résidence. Ce seront mes premières vraies vacances depuis plus de 3 ans, la première fois que je vais quelque part simplement parce que j'en avais envie, plutôt que parce que quelqu'un d'autre avait décidé que c'était nécessaire pour ma santé ou mon bien-être. La reprise financière se poursuit lentement mais sûrement. En plus de ce que Maître Dubois a récupéré par voie de justice, j'ai découvert que je suis bien meilleure pour gérer l'argent que Sophie ne m'en a jamais donné le crédit. En travaillant avec un conseiller financier légitime, quelqu'un que j'ai choisi moi-même plutôt que quelqu'un que Sophie a recommandé, j'ai réorganisé mes actifs restants d'une manière qui fournit un revenu stable tout en préservant le capital. La conseillère, une femme nommée Patricia, spécialisée dans la planification de la retraite, m'a aidé à comprendre que la stratégie d'investissement de Sophie était non seulement infructueuse, mais activement nuisible pour quelqu'un dans ma situation. Elle traitait votre portefeuille comme s'il appartenait à une trentenaire avec des décennies pour se remettre des pertes, a expliqué Patricia lors de l'une de nos réunions. Pour quelqu'un de votre âge, la préservation du capital aurait dû être la priorité, avec seulement un petit pourcentage dans des investissements à haut risque. Au lieu de cela, Sophie avait presque tout mis dans des actions volatiles et des crypto-monnaies, des investissements qui auraient pu rapporter gros mais étaient bien plus susceptibles d'entraîner des pertes importantes. Que ce soit par incompétence ou par un comportement délibérément risqué conçu pour justifier ses frais de gestion, je ne le saurais jamais. Le résultat final était le même, la destruction systématique de ma sécurité financière. Sous la direction de Patricia, j'ai reconstruit un portefeuille d'investissement modeste mais stable, axé sur les actions à dividendes, les obligations d'État et d'autres instruments conservateurs appropriés pour quelqu'un de mon âge. Les rendements ne sont pas spectaculaires, mais ils sont stables et prévisibles, ce qui me donne la tranquillité d'esprit que les paris à haut risque de Sophie n'auraient jamais pu m'offrir. J'ai aussi appris à utiliser la technologie de manière à avoir un plus grand contrôle sur mes finances. Mon smartphone a maintenant des applications bancaires qui me permettent de surveiller mes comptes en temps réel, ce que Sophie avait découragé en prétendant que c'était trop compliqué pour moi à comprendre. Mon ordinateur portable est configuré avec un logiciel financier qui m'aide à suivre mes dépenses et à maintenir un budget. L'ironie, c'est que je suis maintenant plus à l'aise avec la technologie que lorsque Sophie était censée m'aider à naviguer dans le monde moderne complexe. La différence, c'est que j'ai appris ces compétences à mon propre rythme, avec des professeurs patients qui voulaient me donner les moyens d'être autonome plutôt que de maintenir ma dépendance. L'un des développements les plus inattendus de ma nouvelle vie a été ma relation avec les réseaux sociaux. Mathieu m'a aidé à créer des comptes sur Facebook et Instagram, initialement juste pour rester en contact avec la famille et voir des photos de ses enfants, mais j'ai découvert des communautés en ligne de personnes qui ont subi des abus de faiblesse, de la manipulation financière et des ruptures familiales. Lire leurs histoires et partager la mienne a été à la fois déchirant et guérisseur. Je ne suis pas seule dans ce que j'ai vécu. Il y a des milliers de personnes qui ont été volées, isolées et manipulées par des membres de leur famille qui prétendaient les aimer. Il y a aussi des milliers de personnes qui ont trouvé le courage de reprendre leur vie en main, souvent plus tard dans la vie qu'il ne semble possible. Je suis devenue une sorte de militante dans ces espaces en ligne, partageant des ressources sur les options juridiques pour les victimes d'abus et encourageant les gens à faire confiance à leur propre perception quand quelque chose semble anormal. Mon histoire a été partagée des centaines de fois, et je reçois régulièrement des messages de personnes qui disent que cela leur a donné le courage d'examiner leur propre situation de plus près. Vous m'avez aidé à réaliser que l'aide de ma fille était en fait du contrôle, m'a écrit une femme. J'ai versé mon propre café métaphorique dans le pot de fleurs aujourd'hui. Ces messages me rappellent que le partage de vérités difficiles peut avoir des répercussions bien au-delà de ce que nous imaginions. Ma volonté d'être vulnérable à propos de mon expérience avec Sophie a apparemment aidé d'autres personnes à reconnaître des dynamiques similaires dans leur propre vie. La résolution juridique de mon cas a également eu des implications plus larges.
Maître Dubois a utilisé la documentation de ma situation dans le cadre d'une présentation qu'il a donnée à la police locale sur la reconnaissance et la poursuite de l'abus financier des personnes âgées. Les schémas que nous avons identifiés dans le comportement de Sophie sont devenus un modèle pour enquêter sur des cas similaires. Votre volonté de vous battre au lieu de simplement accepter la perte nous a aidés à développer de meilleurs outils pour protéger d'autres personnes âgées, m'a-t-il dit récemment. La procédure de communication des pièces dans votre dossier a révélé des techniques que nous savons maintenant rechercher dans d'autres enquêtes. Je suis fière que quelque chose de positif soit ressorti d'une expérience aussi négative. Si ma souffrance peut aider à empêcher ne serait-ce qu'une autre personne de vivre ce que j'ai enduré, alors elle sert un but au-delà de ma propre guérison. La relation avec mes petits-enfants, les enfants de Mathieu, a également été restaurée. Sophie leur avait dit que j'étais trop malade et fragile pour un contact régulier, ce qui avait progressivement réduit notre communication à de brefs appels téléphoniques maladroits pour les anniversaires et les fêtes. Maintenant, nous nous appelons en vidéo chaque semaine et il prévoit de venir cet été. « Mamie, tu as l'air tellement plus heureuse qu'avant », a observé ma petite fille Emma lors de notre dernier appel. Elle a 15 ans maintenant, assez grande pour se souvenir de l'époque où j'avais l'air triste et renfermée, même si elle ne comprenait pas pourquoi à l'époque. « Je suis plus heureuse, ma chérie, lui ai-je dit. J'ai appris des choses sur la façon de mieux prendre soin de moi. Avoir l'énergie et la liberté d'être une vraie présence dans leur vie est à nouveau l'un des cadeaux inattendus de toute cette épreuve. Le contrôle de Sophie m'avait volé non seulement mon argent et mon indépendance, mais aussi mon rôle de grand-mère. Retrouver cette relation a été profondément guérisseur. En y repensant maintenant, je vois que le rituel du café n'a jamais vraiment été une question de café. C'était une question de pouvoir et de contrôle, d'établir une domination par un rappel quotidien de qui était aux commandes. L'amertume de la boisson était symbolique de l'amertume que Sophie ressentait à l'idée de devoir s'occuper d'un parent vieillissant, et elle s'assurait que j'absorbe cette amertume avec tout le reste qu'elle déversait dans ma vie. Les visites matinales n'étaient pas des soins, c'était de la surveillance. La gestion financière n'était pas de l'aide, c'était du vol. L'isolement des amis et de la famille n'était pas de la protection, c'était de l'emprisonnement. Mais je comprends aussi maintenant que je n'étais pas aussi impuissante que je le pensais à l'époque. Même quand je croyais n'avoir aucun choix, j'en faisais de petits chaque jour. La décision de verser du café dans un pot de fleurs était minuscule, mais c'était la mienne. C'était le premier pas d'un voyage de retour vers moi-même. C'est ce que je veux que les gens comprennent à propos des relations abusives, qu'elles impliquent des membres de la famille, des partenaires amoureux ou toute autre personne qui prétend avoir vos meilleurs intérêts à cœur. Vous avez toujours plus de pouvoir que vous ne le pensez, même lorsque ce pouvoir semble insignifiant. Le pouvoir de dire non, même de petites manières. Le pouvoir de poser des questions, même quand on vous dit que les réponses sont trop compliquées pour que vous les compreniez. Le pouvoir de maintenir des relations que quelqu'un d'autre veut contrôler ou éliminer. Le pouvoir de faire confiance à vos propres perceptions, même quand quelqu'un essaie activement de vous convaincre que vous êtes confuse ou paranoïaque. Ces petits pouvoirs peuvent sembler insignifiants lorsque vous êtes piégé dans une situation qui semble écrasante et sans issue. Mais ce sont les graines de changement plus importants, le début du voyage de retour vers vous-même. La guérison de ce type d'abus n'est pas une ligne droite. Il y a des revers, des moments de doute, des moments où les anciens schémas se réaffirment et où vous vous retrouvez à remettre en question votre propre jugement. Il y a des nuits solitaires où vous vous demandez si l'indépendance vaut l'isolement, des jours difficiles où vous luttez avec des tâches que quelqu'un d'autre gérait autrefois, aussi mal soit-il. Mais il y a aussi des moments de pure joie qui font que tout en vaut la peine. La première fois que vous prenez une décision basée uniquement sur vos propres préférences. La première fois que quelqu'un vous traite comme une adulte compétente au lieu d'un fardeau à gérer. Le premier matin où vous vous réveillez et réalisez que votre journée vous appartient entièrement. Ces moments s'accumulent avec le temps, construisant une base de confiance en soi qui devient plus forte que toute validation externe. Vous apprenez à boire votre café comme vous l'aimez, à dépenser votre argent pour des choses qui vous apportent de la joie, à vous entourer de personnes qui voient dans votre valeur. Vous apprenez que vous êtes suffisante, exactement comme vous êtes, sans la gestion, l'amélioration ou le contrôle de quelqu'un d'autre.
Au moment où je termine d'enregistrer cette histoire, je suis assise dans mon jardin. Pas les herbes du rebord de la fenêtre, bien qu'elles prospèrent, mais une petite parcelle dans le jardin partagé que le club du 3e âge m'a aidé à louer. C'est le début de soirée, et la lumière de la fin de l'été filtre à travers les feuilles des plants de tomates que j'ai cultivés à partir de graines. Arthur est ici avec moi, lisant tranquillement sur un banc que j'ai acheté avec mon propre argent, choisi selon mes propres goûts. Madame Tran et Éléonore viendront plus tard pour dîner, un repas que je préparerai avec les herbes de mon propre jardin, servi dans des assiettes que j'ai choisies moi-même, dans un appartement qui ressemble à nouveau à un foyer. La fougère est partie depuis longtemps, bien sûr. Mais à sa place, la vie pousse abondamment. Pas seulement les plantes, mais des relations basées sur le respect mutuel, plutôt que sur le pouvoir et le contrôle. Pas seulement la stabilité financière, mais la confiance qui vient de la gestion de ses propres affaires. Pas seulement l'indépendance, mais la joie qui vient du choix de l'interdépendance avec des personnes qui valorisent de votre autonomie. Sophie n'a jamais tenté de me recontacter après cette dernière rencontre avec le projet d'investissement en crypto-monnaie. Parfois, je me demande ce qu'est sa vie maintenant, si elle a trouvé d'autres victimes à exploiter, ou si elle a été forcée de faire face aux conséquences de ses actes. Mais la plupart du temps, je ne pense pas du tout à elle. Cette indifférence est peut-être la plus grande victoire de toutes. Pendant si longtemps, mon énergie émotionnelle a été consommée par la relation avec elle. D'abord par la gratitude pour ses prétendus soins, puis par un malaise croissant face à son contrôle, enfin par l'effort requis pour échapper à sa manipulation. Maintenant, elle n'occupe aucune place dans mes pensées quotidiennes, sauf lorsque j'aide d'autres personnes à reconnaître des schémas similaires dans leur propre vie. Elle est devenue sans importance pour mon bonheur, ce qui est exactement comme il se doit. La femme que je suis maintenant serait méconnaissable pour la femme qui était assise dans ce fauteuil en velours il y a 2 ans, buvant du café amer et se sentant invisible dans sa propre vie. Cette femme disparaissait lentement, empoisonnée par de petites doses quotidiennes de mépris déguisées en soins. Cette femme, la femme que je suis maintenant, est vibrante de vie, connectée à des relations authentiques et absolument certaine de sa propre valeur. La transformation ne s'est pas faite du jour au lendemain et ce n'était pas facile. Mais c'était possible, même à 73 ans, même après des années de manipulation systématique, même quand tout le monde autour de moi avait été convaincu que je n'étais plus capable de gérer ma propre vie. Il n'est jamais trop tard pour se choisir. Il n'est jamais trop tard pour faire confiance à ses propres perceptions. Il n'est jamais trop tard pour refuser le café amer et exiger quelque chose de mieux. Votre vie vous appartient. Utilisez-la bien. Si mon histoire a touché quelque chose dans votre propre expérience, s'il vous plaît, ne la gardez pas pour vous. Partagez cette vidéo, parlez-en à un ami. Entamez une conversation sur les choses dont nous ne parlons généralement pas en famille. Parfois, la chose la plus importante que nous puissions faire est de briser le silence autour d'expériences qui prospèrent dans le secret. Et rappelez-vous, vous méritez des relations qui vous nourrissent plutôt que de vous vider. Vous méritez des soins qui respectent votre autonomie plutôt que de la détruire. Vous méritez un amour qui voit votre valeur plutôt que d'exploiter vos vulnérabilités. Vous méritez mieux qu'un café amer servi avec mépris. Ne vous contentez pas de moins. Les herbes de mon jardin sont prêtes à être récoltées maintenant. Le basilic est plein et parfumé, le romarin robuste et résilient, le thym s'étendant en un tapis de minuscules feuilles parfaites. Elles poussent dans une terre propre, reçoivent de l'eau pure et s'épanouissent dans la lumière. Tout comme moi. Merci d'avoir écouté mon histoire. Merci de vous soucier de ce qui arrive aux gens comme moi, des gens qui ont été invisibles pendant trop longtemps dans des familles qui prétendaient les aimer. Merci de croire qu'il n'est jamais trop tard pour que quelqu'un retrouve sa dignité et sa voix. Et merci de me rappeler, par votre attention et votre compassion, que mon histoire compte. Parce qu'en fin de compte, c'est de cela qu'il s'agit. L'acte radical d'insister sur le fait que votre histoire compte, que votre vie a de la valeur, que vos choix méritent le respect, que vous comptez, même quand le café est amer, même quand l'amour semble empoisonné, même quand tout le monde autour de vous a été convaincu que vous êtes trop vieille, trop confuse, trop de problèmes pour valoir la peine d'être écoutée. Vous comptez,
Souvenez-vous de ça. Et ne laissez jamais, jamais personne vous convaincre du contraire.